Je veux être une guerrière, comme toi. Si tu lui fais du mal... Je ne lui ferai pas de mal, tant que tu ne seras pas là pour le voir. Allons démasquer cet enfoiré. Tous tes amis meurent. Juste parce qu'ils sont proches de toi. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Scream 7, film américain de 2026 réalisé par Kevin Williamson, à découvrir en salle depuis le 25 février. Il est mort. Il faut être sûr. Tire-lui une balle dans la tête. Je vais tout brûler. Espèce d'en... Considéré à juste titre comme un des maîtres de l'horreur, Wes Craven aura au cours de sa carrière notamment réussi l'exploit de donner naissance à deux sagas parmi les plus connues du genre. Celle des Freddy tout d'abord, initiée en 1984 avec la sortie du film Les Griffes de la Nuit, devenu culte en grande partie grâce à son antagoniste iconique Freddy Krueger, puis celle des Scream qui voit le jour en 1996 avec le film du même nom et dont le succès engendrera 3 suites, toutes réalisées par Craven, Scream 2 en 1998, Scream 3 en 2000 et Scream 4 dont la sortie se fera plus tardive en 2011. Indissociable de la saga, Craven décède malheureusement en 2015, ce qui n'empêche pas la mise en chantier puis la sortie en 2022 d'un 5e volet, ridiculement intitulé Scream, sous la direction de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, duo qui venait de réaliser l'excellent Wedding Nightmare avec Samara Weaving, l'idée étant de raconter une histoire reliée aux événements passés et de mêler le casting d'origine à de tout nouveaux personnages. Un film hybride entre suite et soft reboot, ayant suscité beaucoup d'interrogations avant sa découverte en salle, notamment sur ce qu'il pouvait apporter de neuf en termes de mise en scène et de propos sur le genre. Malgré un aspect méta un poil envahissant, un caméo sympathique mais trop insistant, un manque de profondeur chez certains des nouveaux arrivants et une exploitation sous-optimale de ses personnages historiques, Scream, 5e du nom, pouvait néanmoins compter sur une Melissa Barrera digne de reprendre la relève de Sidney Prescott, ainsi que sur un Ghostface bien mis en valeur et menaçant. Parvenant à faire vibrer la fibre nostalgique en convoquant les figures du passé, tout en préparant le terrain pour de futurs épisodes, le succès de ce Scream mena bien évidemment à la production d'un 6e volet, toujours sous la direction de Bettinelli-Olpin et Gillett, sorti en 2023, soit seulement un an après son prédécesseur. Bien décidée à nous proposer cette fois-ci de vraies surprises, l'équipe en charge de Scream 6 choisit de déplacer l'action de la ville fictive de Woodsboro à New York. Si le personnage de Kirby fait son grand retour, ce nouvel épisode doit cependant faire sans Sidney, héroïne incontournable de la saga, Neve Campbell n'ayant pas souhaité participer au vu du faible salaire proposé. Une situation qui n'a sans doute pas été sans conséquence sur la production du film, notamment en termes de réécriture. Fort d'une introduction prenant le spectateur à contre-pied, d'un rythme soutenu malgré sa durée et d'une belle intensité dans les séquences proposées, tant dans les moments de tension que dans les scènes de meurtre, le film avait plutôt de quoi nous réjouir. Malheureusement, la ville de New York y apparaissait sous-exploitée et sans utilité particulière dans le récit, d'autant que l'absence de Sidney peinait à être vraiment justifiée. Avec un discours méta clamant que tout peut arriver à l'ère des franchises, le film faisait justement le parti pris de ne pas surprendre, tombant dans le fanservice et apparaissant plus que jamais incapable de vraiment se détacher du passé. La révélation du dernier tiers finissait de faire retomber la sauce. Surexpliqué, le plan du ou des tueurs se révélait inutilement complexe,
Le tout pour des motifs non seulement recyclés, mais de toute façon déjà extrêmement paresseux de facilité. Un volet frustrant tant il y avait matière à renouveler la franchise pour de bon. Scream 6 étant un franc succès au box-office, la saga ne pouvait évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Mais si ce volet avait déjà connu quelques difficultés de production, ce n'était rien en comparaison de ce qui allait se produire avec la mise en chantier du 7ème film, accusant le départ de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett pour cause de conflits d'emploi du temps, le licenciement de Melissa Barrera suite à sa prise de parole sur le génocide en cours à Gaza, le départ de Jenna Ortega, solidaire de sa partenaire à l'écran, puis de celui de Christopher Landon, appelé à la réalisation, préférant quitter une production en train de virer au cauchemar. Au studio de sauver les meubles en sortant le chéquier pour ramener Neve Campbell et Sidney Prescott au premier plan dans l'histoire, tout en s'attachant les services de Kevin Williamson pour participer aux réécritures et assurer la mise en scène. Williamson, créateur notamment de Dawson, et à qui l'on doit les scénarios de Souviens-toi l'été dernier et de The Faculty, mais surtout du Scream de 1996, de Scream 2 et de Scream 4. Une figure majeure de la saga donc, qui s'initie sa seconde réalisation pour le grand écran après Mrs. Tingle, teen movie orienté thriller sorti en 1999. Autant dire qu'avec un tel retour aux sources, ce Scream 7 s'annonce loin des prises de risques espérées. Ce 7ème volet nous entraîne ainsi dans la petite ville paisible de Pine Grove, dans l'Indiana, auprès de Sidney, laquelle a reconstruit sa vie, se faisant désormais appeler non plus Prescott, mais Evans, le nom de famille de son époux Mark. Tous deux ont 3 enfants, 3 filles, prénommées Charlotte, Mia et Tatum, cette dernière devenant la prochaine cible d'un meurtrier fraîchement débarqué, dont la signature évoque, à n'en pas douter, celle de Ghostface. Les pires cauchemars de Sidney refont alors surface, ne lui laissant d'autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle doit alors affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang. Vous l'aurez compris après ces quelques lignes, l'intrigue est donc clairement orientée pour repositionner le personnage de Sidney Prescott sur le devant de la scène et lui redonner sa place de Scream Queen incontournable de la saga. Si Melissa Barrera n'avait vraiment pas démérité dans le rôle principal des 2 volets précédents, elle n'aura de toute façon plus les moyens d'assurer la relève. Le choix de reprendre Neve Campbell découle d'un besoin évident de s'assurer du retour d'une valeur sûre de la franchise, Sidney, l'héroïne par qui tout a commencé, et de recoller tant bien que mal les morceaux d'une production plus que bancale en construisant un récit autour de ce personnage et de ce qu'elle est devenue après tant d'épreuves difficiles. S'occupant de la gestion d'un café dans une petite ville ressemblant quand même beaucoup à Woodsboro, Sidney mène désormais une vie tranquille avec mari et enfants. Tranquille en apparence car notre héroïne n'a semble-t-il jamais vraiment mis de côté son passé, demeurant constamment sur ses gardes. Ce n'est pas un hasard si son époux exerce la profession de policier et si leur maison familiale possède tous les éléments de sécurité possibles. Sidney reste donc une survivante qui n'a dorénavant qu'une seule véritable faiblesse, la peur qu'on s'attaque à sa progéniture, une fille aînée qu'elle doit absolument protéger faute de vouloir lui apprendre à se défendre elle-même. Se trouvant trop effacée en comparaison du caractère endurci de sa mère, Tatum souhaiterait se rapprocher d'elle, devenir une battante comme elle et donc en savoir plus sur son passé, notamment sur les raisons exactes qui l'ont poussée à lui donner le prénom d'une victime. Entre une mère qui se refuse au dialogue et une fille surprotégée, le film propose une thématique centrale plutôt intéressante. Dommage toutefois que tout ça sente le déjà vu et soit finalement traité si peu en profondeur et si convenu. Mais cela permet quand même d'offrir au personnage de Sidney une évolution psychologique bienvenue, d'autant que Neve Campbell assure toujours dans son rôle 30 ans après les débuts de la saga. Par contre, difficile de voir en Tatum et en Isabelle May un personnage et une interprète capables d'assurer l'avenir de la franchise, souffrant de la comparaison inévitable avec Melissa Barrera, désolé de revenir encore sur elle, nettement plus intense et charismatique, le rôle de Samantha ayant de plus eu le temps d'être mieux développé. Vous vous êtes trouvé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille. Ça me rappelle l'endroit où on a grandi.
Dis donc, tu en sais des choses sur moi pour un petit con de plus qui se cache derrière un modulateur de voix? Oh, je ne me cache pas, Sydney. Pas cette fois. Passage obligé de la saga depuis ses débuts, la scène d'ouverture d'un Scream est souvent l'occasion d'offrir une entame mémorable afin de cueillir le public et lui laisser espérer qu'il va passer un agréable moment par la suite. Williamson fait ici le choix d'inviter ses premières victimes à séjourner dans une demeure bien connue des fans, désormais transformée en location touristique pour amateurs de films d'horreur et de true crime. Une séquence plutôt réussie, entachée cependant par de trop nombreuses références aux événements survenus dans cette maison, assénée à la truelle, mais dont la fin laissait espérer qu'on en finisse justement avec l'auto-référencement, que nenni, bien au contraire. La saga Scream fêtant ses 30 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, ce nouvel opus a bien décidé de tout miser ou presque sur sa gloire d'antan, et donc sur l'attachement du public pour cette franchise, autrement dit la nostalgie. Le mot est lâché. Les précédents volets jouaient bien sûr déjà là-dessus, et ce dès Scream 2, mais on atteint désormais comme un point de non-retour, la franchise ne sachant plus parler d'autre chose que d'elle-même. Le long métrage n'a visiblement rien à dire du cinéma d'horreur actuel. Si on y évoque l'appétence du public pour le true crime, le film n'en fait jamais rien, si ce n'est dénigrer celles et ceux qui s'y intéressent sans développer le sujet. Quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, plus particulièrement des deepfakes, elle ne sert ici qu'à ressortir du placard quelques figures du passé, agitées devant le public comme autant de doudous auxquels se raccrocher misérablement. Niveau mise en scène, le pauvre Kevin Williamson a bien du mal à apposer une quelconque touche particulière à la saga, aucun plan, aucune scène ne se détachant véritablement du lot, si ce n'est celle se déroulant dans le théâtre, nous y reviendrons un peu plus loin. Les scènes d'attaque sont plutôt impactantes, mais dépourvues d'originalité. Ce que je retiens surtout du film, ce sont une fois de plus les innombrables jumpscares inutiles qui le ponctuent, uniquement là pour alimenter artificiellement, en dépit souvent de toute cohérence, un suspense bien à la peine. Je trouvais ce procédé déjà gentiment agaçant dans le premier Scream, 30 ans plus tard, ça devient proprement insupportable. S'il y a bien un tic de mise en scène que j'aimerais voir disparaître dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, c'est à n'en pas douter celui-là. Côté violence, ce 7e volet bénéficie de quelques séquences particulièrement graphiques, notamment la mise à mort se déroulant sur la scène du théâtre et celle dans la pizzeria impliquant une tireuse à bière. Malheureusement, et un peu trop souvent, les excès d'hémoglobine se retrouvent contrebalancés par un trait d'humour venant désamorcer tout effet de sidération. Tout doit aller vite, le film ne nous laissant jamais le temps de prendre la mesure de ce qui vient de se passer. De manière générale, rien ne semble avoir de véritable incidence quand un personnage se fait blesser. Du côté des victimes comme du tueur, il n'est qu'un pion qu'on utilise au bon vouloir du scénario, qu'on fait popper ça et là, miraculeusement requinqué. Le film a beau revenir quelques secondes sur les séquelles physiques de Gale, il fait pourtant tout pour rendre les plaies béantes aussi bénignes que des égratignures. La seule chose à prendre en compte, évidemment, c'est qu'il faut toujours viser la tête. Vous le saviez? Non? Vous le saviez? Évidemment, rien de mieux qu'une révélation finale complètement aux fraises, qu'on croirait même générée par ChatGPT, pour achever de faire de ce 7e volet le plus mauvais de toute la saga. Le dénouement n'a jamais été la partie la plus brillante des différents opus, et ce là aussi depuis Scream 2, mais le long métrage de Williamson donne tellement l'impression de prendre tout ça par-dessus la jambe que ça en devient presque insultant pour le public. À moins au contraire qu'il se pense très malin en nous gratifiant d'une fin aussi absurde, auquel cas c'est tout aussi navrant. Je ne vous révélerai évidemment pas le poteau rose, vous laissant le soin de souffrir comme j'ai pu moi-même souffrir durant cette improbable séquence. Si le retour de Sydney n'apparaissait pas, sur le papier, comme la pire des idées, ce qui aurait pu nous donner à voir un Scream 5 alternatif se révèle incapable de redonner du sang neuf à la saga, faute de vision artistique et d'une quelconque pertinence, ou même de proposer un slasher digne de ce nom. Se pose alors la question de l'avenir d'une franchise à bout de souffle. Aussitôt introduits, les tout nouveaux personnages, au temps de présence et à la profondeur ridicule, sont déjà oubliés. Quant à Sydney et Gale, leurs personnages ne semblent n'avoir désormais plus rien à offrir. À voir maintenant les résultats au box-office. Va jusqu'au bout.
Si le passé vous rattrape toujours, vous aussi, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!